J-2 donc avant le départ et je n'ai toujours pas fait ma valise et on a un semblant ici d'organisation puisque c'est ce qui doit se retrouver dans ma valise ou partir avec moi, dont ces 2 derniers livres de Leonora Miano que mes super collègues m'ont offert. Si vous regardez cette vidéo, merci. Et voilà, donc je n'ai pas encore fait ma valise, mais ça va, c'est plus pour un petit temps là-bas. Et je pense que le plus critique, et sans aucun doute, que je n'ai pas fini mon intervention. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Donc, bien arrivé à Tempéré, je suis actuellement chez l'habitant, en fait, donc chez Myria, qui m'a accueilli à quelques minutes de l'université. J'ai eu un peu de mal à trouver, puisque c'est vraiment genre une maison au bord d'un lac et tout, un peu loin du centre-ville, mais on s'y fait. Et bien sûr, je me suis rappelé que les Finlandais avaient un peu cette froideur que j'avais oubliée. Voilà. J'ai pris une bonne douche. Je me suis posée et maintenant je vais voir un peu le programme de l'après-midi en sachant que je vais essayer d'assister à certaines conférences et qu'il y a aussi un concours de poésie afro ce soir. Donc voilà, on va voir ce que l'université nous réserve et je vous amène avec moi dans quelques minutes après avoir mangé. Everybody in the house, especially the woman in glasses, just rubbing her hands together. Yeah? Okay, everybody, let's hear it. Come on, come on. Nice. Yo, I'm super excited. I'm super excited to share the stage with the poets who here. I'm super. Amazing. It's a pleasure. It's an absolute pleasure to share this moment with you this evening. Thank you very much for welcoming myself, for welcoming the writers and speaking volumes in your space. Thank you very, very much. It's amazing. I do not know you. I've composed you of dress cotton and banana leaves, patchwork quilts of quiet smiles and stories I couldn't understand. It started when emotions molded to brushes that coloured his face, a shade of warrior, always prepared to fight. And battle scars becoming a mark of pride.
voilà, on est arrivé à la dernière session de la conférence. C'était le dernier jour aujourd'hui. C'était aussi le jour où je suis intervenue. Ça s'est bien passé, même si j'étais un peu déçue qu'il y ait si peu de monde parce qu'on avait le créneau de merde du samedi matin, 9h et tout. Mais bon, mes impressions sur la conférence globale, en fait, sur toute la semaine, c'était hyper enrichissant. J'ai vraiment appris plein de trucs. C'était vraiment une fenêtre sur le monde que de voir la situation des Afro-Russes, des Afro-Polonais, des Afro-Portugais, de voir aussi comment est perçue la France parfois. Mais ça j'y reviendrai parce que c'est dans mes good and bad things. Et même en termes de configuration de conférence, ce père de famille métis qui est venu avec ses enfants métis pour comparer leurs analyses sur le vécu face à la négrophobie et au sexisme, etc. Voilà, ils ont confronté leurs analyses et sur leur vécu, c'était hyper touchant, hyper... ça pose plein de questions sur la parentalité noire, etc., sur la place de patriarcat, et bref, il y avait plein de choses. C'était beaucoup, je sais pas comment dire ça en français, mais du coup, oui, le coût émotionnel en fait de cette conférence était aussi très très lourd, très intense, parce qu'on est confronté aussi à beaucoup d'informations en même temps et à la nécessité de se connaître en même temps. Et on a très envie de se voir, très envie de partager énormément de choses en très peu de temps finalement, parce que c'est jeudi, vendredi, 4 jours, ouais, c'est 4 jours où on doit tout faire pour rencontrer le plus de monde. Et j'ai quand même trouvé que la conversation afropéenne était parfois monopolisée un petit peu par le côté britannique, du fait de la langue peut-être aussi, mais voilà, qu'il y avait quand même pas mal de sessions sur la situation au UK. J'ai aussi parfois questionné certaines pertinences en fait de certaines sessions, puisque sur des minorités très peu visibles comme les Afro-Russes ou les Afro-Polonais ou les Afro-Portugais, c'était souvent des intervenants chercheurs blancs. Et là, je me dis, c'est dommage parce que du coup, on n'a pas de contact avec les personnes afrodescendantes sur le terrain. Donc ça, c'était vraiment le petit bémol. Même sur la question du cheveu crépus, il y a une femme qui a analysé ça parce qu'elle avait lu Americana. C'est une femme blanche et donc une femme noire lui a demandé, mais d'un point de vue même éthique, comment vous vous positionnez en fait en tant que femme blanche sur ces questions-là, est-ce que vous avez réfléchi? Et c'était cool parce que quelque part en fait le panel aussi avec qui elle était la call-out, gentiment mais sûrement, sur le fait que c'est une question d'éthique en fait aujourd'hui. Tu peux pas venir à une conférence afropéenne et dire voilà, ça va passer crème, je suis une femme blanche et je parle de ça. Et il y a beaucoup d'intervenants qui n'ont pas fait ce travail-là en fait de se situer. Donc voilà, c'était aussi quelque chose que j'ai pas mal. Il n'y avait pas beaucoup, mais les quelques-uns que j'ai vus, je me suis dit, il aurait fallu le dire. L'une des rares personnes à l'avoir fait, c'est, j'ai oublié son nom, mais donc une femme blanche qui a adopté, et une finlandaise, et qui est consciente de sa place en tant que mère blanche dans un système d'adoption transnational, et c'était hyper intéressant. Donc comme quoi, évoquer la blanchité, dans un contexte académique ou non d'ailleurs, mais surtout politique, dans des lieux internationaux, c'est super important. L'autre chose, c'est la perception de la France en fait chez ces pays-là. J'ai l'impression que à la fois il y a un gros call-out qui s'est fait sur la France, notamment avec le festival Nensabo, et aussi par rapport au muséum du Quai Branly. Bref, il y a vraiment la réflexion décoloniale par rapport à la France est pas mal abordée en fait, et pas forcément que par les Américains, mais vraiment par les Européens en général qui s'intéressent sur ces questions. Après, ça reste quand même en général évoqué par des académiciens. Mais du côté militant aussi, il y a pas mal d'afroféministes qui m'ont dit qu'elles ont vu la situation en France, quoi. Et qu'elles sentent que le cas français est vraiment hardcore. Donc c'était un peu rassurant par rapport au fait que les gens ne savent pas forcément ce qui se passe exactement, mais ils savent que c'est grave. Et ils savent que... voilà. Après, je pense qu'il y a vraiment de perception sur
les différents collectifs ou modes d'organisation en France, et ça aussi ça pose question. Ça pose question parce que, pas seulement par rapport au fait de connaître le collectif d'ailleurs, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là sur les collectifs européens prenant contact, et surtout afropéens prenant contact. Donc voilà, c'est vraiment les... J'espère que vous aurez apprécié ce vlog. N'hésitez pas à mettre un thumbs up sur la vidéo si vous voulez plus de contenu de ce type. Je vous dis à très bientôt.